Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix ? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble. Bonjour à tous les amis. Oui, bonjour les amis. Vous êtes sur le projet dirigeable de nouvelle génération et nous sommes en direct du bureau de la société Aeronova. Avec vous, comme toujours, Fyodor Konstantinov. Et Gennady Babanin. Les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre une réaction ou de laisser un commentaire. Écrivez-nous que tout fonctionne correctement, que vous nous entendez bien et nous pourrons commencer. En plus, cela aide à la promotion. N'oubliez pas d'être actif. Et si tout est bon de votre côté, pouvons-nous commencer ? Oui, je jette un œil à la diffusion sur VContact, donc si jamais, vous pouvez y poser vos questions. Oui, nous avons enfin le sujet tant attendu. Comment se sont déroulées les épreuves ? Et avant de commencer, Fyodor, partage-nous globalement où se sont déroulées les épreuves, où elles ont eu lieu. On va aborder un peu ce sujet. Ceux qui nous suivent savent probablement déjà où nous menons nos essais. En réalité, ce qu'on appelle des essais, c'est simplement l'assemblage du dirigeable. Les premiers essais en vol, c'est bien ça. Les premiers essais en vol sont prévus pour la semaine prochaine. Vous avez peut-être compris grâce à la vidéo. Oui, nous sommes à Novinky, un aérodrome près de Serpukhov. C'est un grand, bon, neuf aérodrome privé qui prévoit de devenir international à l'avenir. Nous avons eu de la chance, oui, car la société de gestion de l'aérodrome nous a invités. Elle nous a littéralement dit, s'il vous plaît, nous serons ravis de vous accueillir. Nous avons également eu de la chance avec le local lui-même, car le hangar nous a été prêté par des amis, des connaissances. Quand ils ont appris ce que nous faisions, ils ont dit, bien sûr, oui. En somme, nous nous sommes installés à Novinky, comme prévu. Vous avez bien vu, oui, que nous l'avons effectivement assemblé. Le dernier webinaire, nous l'avons fait là-bas. Beaucoup ont vu les détails, les caractéristiques techniques. Oui, la semaine est déjà passée très vite. En fait, nous l'avons assemblé en une semaine. Nous n'avions littéralement que quelques jours pour le transporter. Oui, nos collègues plus âgés nous distraient un peu ici. Ils sont en réunion en ce moment. Bon, on en parlera un peu plus tard, si jamais. Nous avons été sur l'aérodrome, c'est vraiment génial d'y être. J'ai envie de dire, assembler des dirigeables, participer à un tel projet. On en prend pleinement conscience après coup, mais en général, c'est vraiment super. Hier, une délégation est venue et a ressenti que rester au bureau à concevoir, c'est une chose, mais être sur le terrain, à l'aérodrome où les avions volent, et participer à l'assemblage, c'en est une autre. Oui, voir de ses propres yeux comment le projet se réalise petit à petit, ça vaut beaucoup. Oui, et pouvoir tout toucher de ses propres mains, c'était amusant que lorsque nous avons commencé ce projet passionnant, par exemple moi, à vrai dire, je n'avais absolument aucun lien personnel ou professionnel avec l'aérostation et beaucoup d'autres participants au projet avaient aussi leurs propres illusions concernant les dirigeables, chacun avait ses propres idées et c'est amusant, avec le temps, d'observer comment ces illusions s'effondrent. Tandis que la génération plus âgée reste là, souriant calmement. Avec compréhension. Oui, eh bien allons-y. Et en fait, il y a eu
énormément de véritables révélations directement sur l'aérodrome pendant l'assemblage du dirigeable, sur la façon dont tout cela doit réellement être organisé, sur les subtilités de tout ce domaine. Même la chose la plus banale, c'est que le dirigeable, une fois rempli de gaz, n'essaie pas de tomber, il essaie de tomber au plafond. Même si cela semble évident, le fait qu'il remonte, tant que tu ne l'as pas vraiment vécu, tu n'en as pas en fait une expérience concrète. Mais maintenant c'est fait. Merci. D'ailleurs, fait intéressant, le hangar dans lequel le dirigeable a été assemblé, on peut dire qu'avec notre aide, nous lui avons traditionnellement attribué, correctement. Elling ? Ils en ont fait un Elin, oui, parce que tout Elin peut effectivement être appelé un hangar, mais tous les hangars, eux, ne peuvent pas être appelés Elin, car un Elin n'acquiert ce statut particulier que si un appareil de navigation aérienne ou bien un transport maritime, c'est-à-dire un engin flottant, y est effectivement assemblé et construit. Oui, un engin flottant. Oui. Parlons un peu du processus d'assemblage. À quelle vitesse l'avons-nous assemblé? En combien de jours au final? Eh bien, en fait, en une semaine. Nous l'avons entièrement assemblé en une semaine. Même un peu plus vite, en fait. On peut même l'assembler en une seule journée. La seule chose, c'est que, d'abord, nous n'étions pas du tout pressés. C'était littéralement un ordre de ne pas se presser, de tout faire méthodiquement, de tout documenter, de réfléchir à chaque élément, à chaque étape, de tout peser, bien sûr, chaque écrou, chaque boulon. C'était très important de voir dans quelle mesure le bilan théorique des poids correspondrait effectivement en pratique à la réalité. En fait, il nous a fallu environ 3 jours complets de travail actif et concentré pour l'assembler. Mais dans ma tête, ces jours se sont progressivement entremêlés sur une semaine entière. C'est vrai, oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et le temps là-bas passe un peu différemment. Oui, mais malgré tout, je veux dire qu'il est effectivement sorti du hangar, a roulé lentement sur la piste, puis a finalement décollé dans les airs. Cependant, avant d'aller plus loin, j'aimerais encore prendre un moment pour vous raconter quelques anecdotes intéressantes et parfois surprenantes sur le processus complexe et fascinant d'assemblage de l'appareil. Oui, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou bien est-ce qu'il y a eu des imprévus sur le site, quelque chose de ce genre? Non, en réalité, il n'y en a pratiquement pas eu. Il n'y a eu que les petites choses, nous étions bien préparés. Nous avions aussi du temps pour la préparation, car nous finalisions ce fameux système de contrôle. En quelque sorte, nous avons fait un premier assemblage ici, directement dans le bureau de cette nacelle. Cela nous a beaucoup aidé. Tout le câblage a aussi été planifié ici au bureau pour savoir comment il serait installé, et le deuxième atelier était juste à côté, à 5 minutes. Donc oui, tout s'est vraiment bien passé, assez facilement, sans problème. Les défauts qui sont apparus lors de l'assemblage, c'est justement ce que nous sommes en train de discuter cette semaine. Nous les corrigeons, nous modifions certaines choses, de petits défauts mécaniques. En réalité, il s'est passé, par exemple, la chose suivante. Au tout début, Ruslan ne voulait absolument pas fabriquer beaucoup de pièces différentes qui s'assemblent avec la coque principale, parce qu'il disait qu'on les ferait directement sur place, une fois arrivé. À ce sujet, moi aussi j'ai commencé à paniquer. Faire les choses sur place, on ne sait jamais quand ce sera fait. Je lui ai dit, fabrique-les, mets-les de côté, pour être sûr qu'elles existent et qu'elles pourront être assemblées au dirigeable. Et une partie a correspondu, mais une autre non. Par exemple, à certains endroits, le rayon est légèrement différent. Par exemple, pour l'empennage arrière, vous pouvez remarquer sur les vidéos, celles qui ont déjà été montrées ou celles qui vont suivre, que la courbe de l'enveloppe elle-même diffère un peu de la courbe théorique prévue. L'empennage a été fabriqué selon la courbe théorique et vous pouvez y voir de légères déformations sur l'enveloppe, par exemple. C'est justement ce que nous sommes en train de discuter ici cette semaine. Nous corrigeons cela et ainsi de suite. Ruslan avait sûrement aussi des arguments pour expliquer pourquoi il valait mieux reporter cela un peu afin d'éviter ce genre de choses. Oui, pour pouvoir visualiser tout le processus. Oui, mais tout a ses avantages. D'abord, nous avons assemblé rapidement, il a été monté et il fonctionne. Si nous l'avions fabriqué sur place, nous serions encore en train de bricoler là-bas, mais ce n'est pas grave.
Oui, et pour certaines questions, un magasin de bricolage classique n'aurait pas pu nous aider. Mais heureusement, nous n'avons pas eu à faire face à cette situation. Et après ces quelques jours, nous l'avons enfin sorti du hangar. C'était vraiment un moment historique et inspirant pour toute l'équipe. Oui, c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Volodia, tu peux, s'il te plaît, lancer les images. Vous allez voir des images uniques et très particulières. Oui, on a aussi filmé avec un drone. Vous pouvez maintenant voir exactement comment tout cela s'est passé. Donc, c'est la toute première sortie du hangar. Sous contrôle, bien sûr, David et moi, nous tenions fermement la corde. Je ne me souviens plus exactement comment cela s'appelle dans la terminologie précise. On le suivait, marchant derrière lui, à travers le champ. Les cordes n'étaient pas tendues. Le dirigeable volait de façon autonome, mais c'était au cas où, en cas de rafale. Pour la sécurité, c'est important. Oui, au cas où il réagirait de façon imprévisible, en somme, on l'assurait. Honnêtement, franchement, j'ai été surpris. Bien sûr, tout est planifié, vraiment prévisible, et ainsi de suite, mais le fait que nous allions l'assembler en si peu de temps, en un temps record, le sortir dehors et qu'il volerait, du premier coup. Oui, c'est précisément ce qui rend le dirigeable si impressionnant. Il possède cette portance statique remarquable. Le centre de cette force se trouve juste au-dessus du centre de masse. C'est pourquoi on l'appelle l'effet culbuto, comme les poupées qui se redressent. Autrement dit, le dirigeable sera toujours orienté avec l'enveloppe vers le haut et la nacelle vers le bas, quoi qu'il arrive. Autrement dit, ce sont ces forces statiques qui l'équilibrent. C'est pourquoi, même s'il y a des hélices, une orientation du vecteur de poussée, un propulseur d'appoint à l'arrière, tout cela, oui, influence le vol, mais si tout cela s'arrête, le dirigeable et l'appareil restent tout de même en équilibre. Et bien sûr, grâce à cela, et aussi au fait que nous avons un ingénieur système talentueux, oui, et que ses mains sont faites pour ce métier, en somme, il a volé du premier coup. C'était inattendu et génial, agréable évidemment. J'aimerais justement préciser en détail à propos de son bilan de masse, notamment dans quelle mesure il correspondait exactement à ce qui était initialement prévu ou s'il y a eu éventuellement des écarts par rapport aux prévisions. La deuxième surprise, à ajouter à la liste des surprises, c'est que nous sommes vraiment tombés pile poil, juste le bilan de masse théorique a coïncidé avec le bilan pratique. Et donc, après l'assemblage complet de l'appareil, il nous restait encore quelques kilos de flottabilité. C'est-à-dire que l'appareil, même une fois entièrement assemblé, a toujours tendance à monter jusqu'au plafond. Je vais l'exprimer comme ça pour l'instant. Je sais, on avait même accroché un sac supplémentaire pour qu'il soit en surpoids. Regarde, justement, ce sac supplémentaire, c'est en fait la charge utile. Dans ce schéma, elle sert soit de lest, soit de charge utile, mais elle doit absolument être là, parce que les dirigeables, s'ils sont trop légers, ne volent tout simplement pas. Mais ce n'est pas prévu par les règles de sécurité. En général, l'humanité s'est un peu gratté la tête et a compris que si on lâche un dirigeable et qu'il s'envole dans le ciel, c'est sûrement un peu pire que si on le fait descendre et qu'il atterrit doucement. Si des gens sont à bord... Et puis, les gens se trouvent sur la terre ferme, et tout ce qui les intéresse est aussi le plus souvent sur terre. Voilà pourquoi les dirigeables volent surchargés, et il y a une marge prévue pour cette surcharge. Nous, en fait, on ajoutait généralement un sac de 10 kg. Et parfois, si besoin, on peut même en ajouter un de 20 kg. Et alors, concrètement, comment ça fonctionne? Il y a une orientation précise du vecteur de poussée. Les hélices, elles, s'orientent en conséquence. Le dirigeable s'appuie sur l'air grâce à ses moteurs. Il s'élève tranquillement, le vecteur de poussée s'inverse, et le dirigeable commence à avancer. Et grâce à son grand fuselage, la surface est très vaste. Elle est balayée par l'air. C'est comme deux énormes ailes, il vole tranquillement, transporte la charge grâce à l'aérodynamique, puis quand il doit s'arrêter, il s'arrête et coule doucement et en douceur. On peut aussi utiliser les hélices forcées. Oui, on peut aussi utiliser les hélices de façon forcée, notamment dans le cas d'un phénomène appelé les thermiques. C'est quand, par exemple, un champ labouré chauffe tellement que l'air chaud s'élève fortement vers le haut, et cet air, même si le dirigeable est en surcharge, continuera en réalité quand même à le soulever vers le haut. Si tu dois atterrir sur ce champ et qu'il y a une thermique, tu n'y arriveras pas. Dans ce cas, il faut inverser les hélices pour créer une poussée supplémentaire. C'est une des options. La deuxième option consiste à descendre en spirale, exactement comme le font les avions en utilisant l'empennage pour diriger le dirigeable vers le bas et ainsi atterrir. En général, c'est ainsi que ces problèmes se règlent.
C'est vraiment génial qu'on ait réussi à tout bien calculer au niveau du poids, car la charge utile, comme tu l'as dit, il a même fallu en rajouter, même si en réalité c'est peut-être une charge un peu inutile. Ça veut dire qu'on aurait pu y ajouter encore d'autres capteurs, éventuellement si jamais un tel besoin se présentait. On peut y accrocher par exemple différents équipements ou accessoires. Sur celui-ci précisément, je le répète encore une fois, pour la 100e fois, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, car il y en a, le dirigeable que nous avons assemblé est en fait une maquette à l'échelle du dirigeable Nova 2. Et nous ne l'avons pas construit par hasard, mais bien pour tester entièrement le système de contrôle dans toutes ses fonctionnalités. Voilà ce à quoi nous nous consacrons cette semaine. Nous la créons, nous programmons un algorithme automatique de pilotage du dirigeable. Et le schéma de ce petit dirigeable correspond à celui du Nova 2. Il y a le même nombre d'hélices, les mêmes angles de rotation. La poussée de l'hélice par rapport à la résistance frontale est également identique. Le même nombre d'empennages arrière, exactement. Les mêmes angles de rotation des gouvernes de queue. Le propulseur arrière bidirectionnel est également identique, avec la même poussée par rapport au bras sur lequel il est monté, et par rapport au moment d'inertie du dirigeable lui-même, et ce système de contrôle lors de ses approches. On ne peut pas encore appeler cela des vols, ce sont plutôt des approches. Pendant ces 2 jours d'approche que nous avons réalisés, nous avons recueilli des données. Actuellement, ce système de contrôle est en cours d'apprentissage et dès la semaine prochaine, ce système pilotera le dirigeable de manière automatique. Et c'est précisément pour cela que le Nova 01 a été créé en premier lieu. Dans un second temps, nous allons tenter de mettre au point l'amarrage automatique à un point d'amarrage bas, c'est-à-dire à une position basse spécifique. C'est lorsque, en gros, le pilote automatique saura le contrôler, un point apparaîtra sur le terrain, nous ne l'avons pas encore ancré là-bas. Très probablement, nous le ferons 1 semaine après les essais en vol. Nous allons donc travailler sur les algorithmes et un peu sur la mécanisation aussi, car il est peu probable que tout fonctionne du premier coup. Mais le dirigeable lui-même, oui, peut transporter une charge utile, c'est la même chose. Même si c'est 10 kg seulement, le Nova 01 peut tout de même embarquer, par exemple, un radar sophistiqué ou bien une caméra vidéo très puissante accompagnée de batteries supplémentaires pour une autonomie accrue. Même dans cette configuration, lorsqu'il reproduit à l'échelle le Nova 2, nous avons compris qu'il pouvait, en théorie, patrouiller pendant 10 heures au-dessus d'un point précis, par exemple au-dessus d'une ville, et effectuer une certaine surveillance. Mais cette forme, encore une fois, n'est pas optimale, car en copiant le Nova 2, en reproduisant ses paramètres, nous ne cherchions pas à créer le petit dirigeable idéal, mais à correspondre le plus précisément possible aux caractéristiques de ce dirigeable. C'est pourquoi nous allons en effet le modifier un peu, car il existe tout de même une demande pour de petits dirigeables publicitaires ou de surveillance. Et ces 10 kg inutiles, nous allons probablement les transformer dans un 50 utile, ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Par exemple, disons, vous voyez. Donc pour bien comprendre, en d'autres termes, les prochains modèles Nova 01 avec ce même, disons, volume de gaz auront un aspect fondamentalement différent. C'est tout à fait possible, le volume de gaz sera légèrement augmenté. Actuellement, il y a 110 mètres cubes d'hélium et le volume total est de 130. Il se peut qu'il y ait 130 mètres cubes d'hélium et un volume total de 150. Tout cela est encore en cours de discussion et pour l'instant, à ce stade, en ce moment même, l'accent est mis sur la mise en œuvre et la réalisation des essais. En bref, le dirigeable a essentiellement un objectif et il faut d'abord atteindre cet objectif. Tester tout ce qui concerne la Nova 2 sur la Nova 01, puis seulement se lancer dans sa modernisation fondamentale pour créer un petit drone. Et au cours des essais en vol, y a-t-il eu à un moment donné des points particuliers qui ont été identifiés comme devant être refaits ou corrigés? Des aspects critiques, importants ou peut-être moins importants? Alors, en gros, sur quoi travaillons-nous actuellement en dehors du système de contrôle? Non, il n'y a pas eu de remarques majeures en particulier. Il y a eu en fait ces prises de conscience dont je parlais au tout début, c'est quand tu cours dans le champ derrière le dirigeable, surtout le 2e jour quand il y avait du vent en rafale, voilà, avec ces rafales. En effet, il est difficile pour le dirigeable de lutter contre les rafales de vent, surtout quand il est très petit, et particulièrement lorsqu'il se trouve près du sol. En fait, plus le dirigeable est grand, il y a une sorte de formule de croissance qui concerne sa masse, son inertie et sa résistance, c'est-à-dire la surface exposée au vent. Il en résulte que plus le dirigeable est grand,
plus son inertie de masse est importante et plus la surface exposée au vent est réduite. C'est-à-dire que l'influence du vent sur le dirigeable diminue progressivement à mesure qu'il grandit, en particulier lorsqu'il se trouve face à de petites rafales. Et cela est devenu évident, il faut le souligner, c'était déjà compréhensible en théorie, mais maintenant c'est une réalité vécue dans la pratique. En réalité, par exemple, tout près du hangar, il peut y avoir du vent en hauteur, mais si jamais les portes sont ouvertes, il semble alors faire complètement calme à l'intérieur. Vous sortez donc tranquillement le dirigeable du hangar, sans vous douter qu'il y a du vent plus haut. Mais là, le vent se courbe de cette façon précise, et ici, il tourbillonne, donc plus vous éloignez lentement le dirigeable du hangar, moins le vent l'affecte, moins il est secoué en quelque sorte, vous voyez. Si, par exemple, il y a une forêt derrière le hangar, il faut l'éloigner encore plus, idéalement d'environ 50 mètres. Si tu es sur cette petite zone, qu'il y a une forêt derrière toi, et qu'ici il n'y a pas de vent au-dessus des arbres, ce n'est pas calme du tout. Là-haut, la météo est complètement différente, c'est-à-dire que cette couche, limite près du sol, très venteuse, est vraiment particulière. Et oui, comme le disent les spécialistes des dirigeables eux-mêmes, un dirigeable a par exemple 2 états sûrs. Le premier, c'est quand il est dans le hangar et à l'arrêt, c'est l'état le plus sûr. Et le second, c'est lorsqu'il est en vol. Autrement dit, quand tu t'élèves là-haut, au-dessus des arbres, à 30 mètres ou plus, le vent devient alors totalement prévisible, sans rafale ni autre phénomène de ce genre. En somme, là-haut, tout est plus simple, mais près du sol, c'est intéressant. Il y a certains facteurs qui influencent. D'ailleurs, tu as déjà un peu abordé le sujet de son amarrage au mât d'amarrage. Peux-tu nous dire comment cela s'est-il passé dans l'ensemble? Est-ce que notre quai et notre mât ont bien fonctionné selon toi? Ici, il n'y a eu aucune nouveauté. Nous avons simplement utilisé ce mât d'amarrage mobile, ses pieds étaient bien ancrés dans le sol, nous nous sommes amarrés tranquillement à lui et il a pivoté autour sans problème. Il n'y a vraiment eu aucun souci ici, même si, bien sûr, quelques petites subtilités ont été découvertes au cours de l'exploitation. Mais là encore, tout cela, il faut bien le dire, vient du fait que la génération précédente, celle qui nous a précédés, nous a envoyés sur le terrain en nous disant, avec insistance, acquérez de l'expérience, prenez le temps d'apprendre. Oui, mais rien de critique, il suffit maintenant simplement de marquer certains éléments pour indiquer le haut et le bas, de mettre des repères pour la hauteur de déploiement de ce mât, et ainsi de suite. Expérience. Quand tu as abordé ce sujet, tu voulais sans doute parler du système logiciel qui va aussi l'aider à accoster correctement de façon autonome. Regarde, le tout premier jour, quand il faisait à peu près calme, c'était presque entièrement en mode manuel, et bien sûr, on nous a alors dit d'arrêter complètement cette opération, ce qui était inattendu. On a réussi à s'approcher calmement de ce mât, à s'enfoncer presque le nez dedans. Il ne restait alors pratiquement plus aucune distance. Donc accoster au mât en mode automatique ne posera absolument aucun problème, vraiment aucun souci. Ce sera très facile, très simple et tout à fait accessible. S'accrocher au point d'ancrage inférieur sera tout aussi simple. La seule chose à retenir encore une fois, c'est que tout dépend vraiment de la taille des dirigeables. Plus le dirigeable est petit, plus il lui sera difficile de rester longtemps sur un point d'amarrage bas, et ce point d'amarrage sera alors temporaire. Mais à partir d'une certaine taille, il peut parfois devenir permanent. Tout cela est lié au centrage, au moment, aux rafales latérales, etc. Dans l'ensemble, en général, l'automatisation saura gérer tout cela. Ensuite, ce ne sont que des lois de la physique. Mais heureusement, nous nous dirigeons progressivement vers la construction de grands dirigeables. Et là, tout fonctionnera précisément. Il était également intéressant d'observer comment il pivote exactement sur ce mât d'amarrage, captant ainsi les flux d'air, le vent, et choisissant de lui-même, calmement, la bonne direction pour rester bien face au vent. Oui, c'était amusant de voir comment cette girouette supérieure, je ne me souviens plus de son nom exact, celle qui est au centre de l'aérodrome, indiquait une direction, alors que votre dirigeable au sol était orienté dans une autre. Oui, je suppose que, en effet, les vents sont effectivement parfois différents, surtout près du sol. Avons-nous déjà eu des visiteurs sur notre aérodrome? Quelqu'un a-t-il déjà admiré cette beauté? Eh bien, si on rapporte les nouvelles avec un peu de retard, bien sûr qu'il y en a eu. Vous avez pu le voir dans les discussions, oui. Hier, des invités d'Afrique du Sud sont venus, d'ailleurs ils sont aussi dans nos bureaux en ce moment, ils sont arrivés aujourd'hui et ont pu voir.
Ils sont venus, oui, venus. Oui, non seulement ils sont venus, mais aussi des collègues du secteur, ainsi que des gens d'entreprises connexes sont venus également. En général, pour l'instant, ce ne sont que des connaissances. Mais pour ce qui concerne l'Afrique du Sud, c'est arrivé tout simplement parce que une délégation officielle était dans le pays à ce moment-là. Alors ils sont passés. Globalement, je pense que dans une quinzaine de jours ou un mois, nous pourrons déjà organiser des événements réguliers. Oui, nous sommes déjà en train de planifier, les amis, donc les annonces arriveront bientôt, les infos aussi. Restez à l'écoute, suivez les actualités. Écoute. Et de manière générale, il me semble que les dirigeables sont une voie prometteuse pour l'Afrique du Sud, d'après ce que je sais. Eh bien, comme pour la Russie, comme pour l'Amérique du Sud aussi, oui. Ce sont des endroits où il y a d'immenses territoires, où l'infrastructure est insuffisante, où les liaisons entre les villes, les régions, etc. sont limitées. Oui, ils ont été très intéressés, tout cela leur a plu. Ils ont aimé la simplicité, la rapidité. Ils disent, quand vous construisez du neuf en 3 ans, que vous avez déjà volé, et en 6 mois. En général, tout est super génial. Ils ont commencé à proposer des idées sur la façon de l'utiliser. Les gars attendent la suite du développement. Ils disent aussi que des drones de transport, capables de transporter une demi-tonne ou quelques tonnes entre les régions, sont en fait vraiment très demandés en ce moment. Intéressante. J'ai aussi trouvé intéressant d'observer ces premières impressions des gens qui arrivent tout juste à l'aérodrome, qui voient tout cela de leurs propres yeux, qui le voient voler, passer, faire des manœuvres. Ce sont des émotions indescriptibles. Oui, nous souhaitons à chacun de bien les ressentir. Donc, venez nous rendre visite. Oui. Et à mesure que le dirigeable grandira, ces émotions ne feront qu'augmenter. Alors comment se passe la préparation pour le Nova 2 ? Je regarde là-bas. J'essaie aussi d'intégrer de façon naturelle des réponses aux questions de Gleb l'italien sur V-Contact. Il nous DDoS surtout à propos des sondes stratosphériques que nous aurions soi-disant abandonnées. Non, nous n'avons rien abandonné. Nous sommes en train de mettre en œuvre un grand programme. La seule chose qui soit vraie, nous l'avouons, c'est qu'il est impossible de tout filmer, à moins de couper l'opérateur en 4, et il est peu probable qu'on obtienne du contenu de qualité de chaque quart. Couper 4 ? Oui, cet été, nous lancerons déjà des appareils plus puissants. Nous essaierons de filmer ce qui s'y passe dans les 2 prochaines semaines. Il y a énormément de choses intéressantes. Les systèmes embarqués évoluent progressivement et cette nouvelle enveloppe innovante a été conçue. Une grande enveloppe est déjà en cours de fabrication actuellement et il y a aussi beaucoup d'enveloppes ballast puissantes déjà presque entièrement prêtes et le système de lancement est en cours de mise au point. Il y a vraiment plein de choses absolument géniales et fascinantes à découvrir ici. Arcadis s'en occupe en mode semi-autonome, bien sûr, toujours sous la supervision attentive et bienveillante de Dimitri Kmel. Oui, mais il n'y a pas d'opérateur avec eux, donc il n'est pas possible de filmer. Nous avons emmené l'opérateur avec nous sur le terrain. Nous allons, en effet, révélerons en partie ce qui se passe dans la stratosphère. Oui, mais tout ne va pas vite. Vous voyez, nous avons essayé de lancer notre premier tour du monde, il ne s'est probablement même pas écoulé 2 mois. Oui, et pour l'évolution de la technologie, 2 mois, c'est quand même peu, même si, avec la vitesse à laquelle nous avançons, on peut dire qu'il y a déjà du progrès. Nous allons raconter et montrer. À propos de la stratosphère, d'ailleurs, nous avons récemment sorti un grand film documentaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le absolument. C'est une vidéo très intéressante et instructive. Je vous la recommande. Oui. Ensuite, là, c'est question de la Nova 2. Oui. Quoi, Nova 2? Pendant que nous, la jeune et dynamique partie de l'équipe, nous occupions de la Nova 01, nos mastodontes de l'aérostation, ces impressionnants engins, qui viennent d'ailleurs tout juste de quitter une session de travail, l'Académie des sciences de l'aviation et de l'aérostation tenait ici une réunion. Il se trouve qu'un très grand nombre de membres de cette académie travaillent chez nous, et en plus mes collègues ne sont pas loin d'ici. Bref, ils ont donc décidé d'organiser une session de travail chez nous, ici à Aeronova. Je serais vraiment ravi si cela devenait une habitude, et que Aeronova devienne une sorte de centre de rassemblement pour les passionnés et les experts. Non, les passionnés, c'est nous, pas les experts. Je suis d'accord.
Oui, en fait, il travaillait sur la Nova 2, bien sûr. Le premier prototype de ce nouveau modèle a été construit de manière très rapide, presque précipitée, à la va-vite, sans prendre le temps habituel, avec des nacelles qui ont été ajoutées pour tester différentes configurations. Aujourd'hui, dans l'atelier, ils sont actuellement en train de finir le deuxième prototype, qui est aussi temporaire. On essaie tous ensemble de fixer, ou plutôt de déterminer de façon précise, les dimensions définitives là-bas. Dans l'ensemble, tout est presque fixé, mais il reste des détails. L'angle des parois, la hauteur sous plafond, l'espacement entre les sièges. Pour l'instant, tous ces petits détails spécifiques et techniques sont soigneusement gérés par la partie de l'équipe qui travaille sur l'aménagement intérieur, tandis que le schéma structurel et porteur du bâtiment est déjà clairement établi et que tous les calculs de charge statique ainsi que dynamique ont déjà été minutieusement effectués. La configuration du compartiment moteur est presque pratiquement terminée. Tout est prêt, depuis le montage du moteur lui-même, l'agencement complet du moteur, la fixation des réducteurs à ce moteur, la transmission pivotante, jusqu'à la transmission pivotante elle-même. Les moteurs à hélice annulaire ont déjà été conçus et nous sommes maintenant passés à leur construction proprement dite. En plus du prototype, il se trouve qu'en ce moment, Ruslan s'est déjà lancé dans la fabrication des réducteurs pour la transmission pivotante, des carters, des engrenages, etc. En fait, il a commencé à tout usiner progressivement, car ils ont récemment mis en service un nouveau tour fraiseuse moderne, ainsi qu'une fraiseuse 5 axes performante. Tout fonctionne comme sur des roulettes, les réglages sont faits et les ingénieurs ont commencé à délivrer la documentation de conception, ce qui permet de commencer à préparer la documentation technique. Donc le travail sur la partie matérielle bat son plein en ce moment même, et la modélisation de la cabine ainsi que le développement ultérieur avancent également. Et qu'en est-il du reste du dirigeable? L'enveloppe est actuellement en cours de développement. Actuellement, en ce moment même, nous sommes en pleine phase de calcul et il est très difficile de représenter et modéliser les matériaux souples, surtout à la frontière entre les matériaux souples et rigides, sans parler des endroits où ils frottent, se déforment, etc. En somme, toute l'enveloppe principale a été conçue dans son intégralité. En ce moment, les nœuds de fixation qui ont été développés font actuellement l'objet de calculs approfondis dans différentes situations. Par exemple, notamment en cas d'atterrissage brutal ou dans d'autres circonstances similaires. Mais dans l'ensemble, oui, la majeure partie du travail sur l'enveloppe est désormais bel et bien terminée. Comme je l'ai mentionné précédemment, le matériau nécessaire pour celle-ci a déjà été acheté. Il est actuellement en cours d'acheminement vers nous, ce qui bien entendu ne peut que nous réjouir. L'équipement pour le soudage de cette enveloppe a été sélectionné. L'équipement a déjà été payé en avance. Une table de découpe, une machine de soudage à haute fréquence à console et une autre machine à haute fréquence dont je ne me souviens plus exactement du nom. Donc l'équipement arrivera ici, sur place, cet été, et le soudage de la grande enveloppe commencera également cet été. Les moteurs, déjà payés pour la Nova 2, arriveront aussi cet été. Cet été également, les moteurs seront installés sur les bancs d'essai et tout sera alors équipé du système d'alimentation en carburant, du système de gestion du moteur, ainsi que de cette transmission pivotante. Je ne sais pas si Ruslan aura le temps de fabriquer les moteurs à hélice rotor avant la fin de l'été. Nous verrons. Mais à l'automne, tout cela sera sûrement déjà installé sur le banc d'essai, en train de tourner et d'être mis au point. C'est-à-dire que pour la plupart, nous y sommes presque. Les systèmes de gestion du Nova 01 sont déjà en cours de test, certains éléments sont même en cours d'amélioration. Il y a eu quelques subtilités qui sont apparues. En grande partie, ils seront liés au prochain dirigeable, le Nova 8. Sur le Nova 2, il n'y aura pas de tels problèmes, mais ces subtilités sont déjà apparues et nous sommes en train de les corriger. Même en ce moment, enfin, nous les avons déjà corrigées pour être précis. Nous avons identifié, en bref, lorsque les moteurs électriques fonctionnent, les courants réactifs induisent des interférences dans les réseaux et à cause de ces pics de tension, ce ne sont pas les contrôleurs qui gèrent les moteurs, mais les contrôleurs qui gèrent les contrôleurs qui sont affectés. L'un d'eux, sur le propulseur d'étrave arrière, redémarrait constamment. Tout cela se produisait rapidement, mais l'ordinateur l'enregistrait. Évidemment, nous avons compris pourquoi. Nous avons ajouté des condensateurs électrolytiques. En somme, tout va bien.
Le système de contrôle pour le Nova 2 est opérationnel. Donc les travaux sur le Nova 2 sont en cours, bien entendu. Alors quand allons-nous reprendre les vols du Nova 01? Si j'ai bien compris, nous devons travailler dessus maintenant et rattraper les heures moteurs pour que notre programme, notre système de pilotage, tout s'améliore. Pour cela, il faut des heures de vol. En fait, Dima travaille actuellement en collaboration étroite avec les programmeurs sur la conception et le perfectionnement des algorithmes sophistiqués qui piloteront le dirigeable dans le cadre de ce projet innovant. Le plan, bien sûr, c'est de les écrire d'ici le début de la semaine prochaine et, à partir de la semaine prochaine, de commencer directement les essais en vol en mode semi-automatique où l'on donne des instructions depuis la tablette, en quelque sorte. Vadim Vassilievitch est en train d'écrire le programme des essais en vol, c'est-à-dire comme une mission. Il faut par exemple accomplir la mission suivante. Monter à 30 mètres et, malgré le vent, rester en vol stationnaire à un point précis, par exemple selon le capteur GPS. Voilà, Dima saisit cette mission de vol, appuie sur démarrer. Le dirigeable doit, bien sûr, pour l'instant, nous ne le maintenons pas encore à son point d'amarrage inférieur. Mais à l'avenir, il devra se détacher du point d'amarrage, voler aux coordonnées et accomplir la mission de vol. La semaine prochaine, nous allons commencer à nous occuper de ce genre de choses. C'est ce que nous prévoyons. Si le logiciel dit « Je suis prêt », oui, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Il faudra faire un 8, quelque chose comme ça. Oui, quelle mission pour le dirigeable, quels essais en vol et quelles tâches devra-t-il accomplir, faire un petit 8? Vadim Vassilievitch, quand il écrit, il s'agira très probablement de formes, des carrés, des triangles, par exemple. Il y aura 3 points, il faudra atteindre celui-ci en suivant telle trajectoire, monter plus haut puis revenir en arrière, ce genre de choses. Et bien sûr, il faudra tout faire par différents vents, dans diverses conditions météo, et observer comment le dirigeable réagit. Par exemple, vent de droite, de gauche, venant d'en bas ou d'en haut. Mais ce sera simplement une question de statistiques. Tu sais, nous pourrons réaliser une partie des essais. Par exemple, si nous avons de la chance, il y aura du calme, un vent du nord, tel ou tel vent. Mais pour un vent d'ouest, il faudra attendre ou modifier la tâche. Je ne sais pas ce qu'il en sera réellement, mais il s'agit simplement d'accumuler des statistiques sur l'exécution des missions de vol. Maintenant, Vadim va nous montrer et nous allons commencer. Pavel Akhmetov demande « Peut-on, s'il vous plaît, piloter le dirigeable comme un drone FPV ?» Oui, nous allons aussi commencer à tester cela la semaine prochaine. Dans notre bureau, il y a un poste d'opérateur à distance avec un vrai siège et une télécommande complète. Oui, en effet, le dirigeable est équipé de caméras, je ne me souviens plus de leur nom, mais ce sont des caméras industrielles avec le bon objectif, des objectifs grand angle. Les caméras regardent dans toutes les directions, avant, arrière, droite, gauche, vers le bas, avant, arrière, vers le verrou d'amarrage. En gros, toute cette image dans le bon format est affichée sur 3 moniteurs que vous avez vus, que nous avons assemblés pour le simulateur. Et il y a un siège où les pilotes s'entraînaient sur les simulateurs, apprenaient à piloter. C'est donc le poste de pilotage à distance, et cela devient le poste de pilotage. Là-bas, il y a un ordinateur, bien sûr, connecté à Internet par un câble classique, et ce même Internet, c'est par ce même Internet que le dirigeable est relié via les antennes 4G. Il y a 2 modems à bord, MTS et Mégafon. Et avec un délai de quelques millisecondes, l'opérateur recevra l'image. Bien sûr, il aura sur son écran différents indicateurs. Altitude, vitesse, pression et tout le reste. Et en gros, il pilotera comme un drone FPV, oui. Oui, les gars m'ont expliqué. Il y a là-bas des caméras de vision industrielle de haute précision qui... Grâce à ces mêmes caméras, l'algorithme lui-même pourra ensuite apprendre à collecter des données, à piloter le dirigeable, et il verra ce qui se passe autour de lui lors de l'exécution de la mission de vol. Par exemple, s'il y a un arbre sur la trajectoire, ou un objet dans les airs, ou quoi que ce soit d'autre, il va le contourner, le survoler, etc. Et interagir avec lui si c'est un point d'amarrage ou autre chose, ou une charge à récupérer. Avec ces caméras, l'ordinateur calculera aussi la vitesse du vent en observant les cimes des arbres à l'atterrissage. Vraiment? Eh bien oui, nous sommes au 21e siècle, les algorithmes peuvent tout faire. Génial. Est-il prévu de faire monter le dirigeable jusqu'à son altitude maximale ou de réaliser un vol à haute altitude?
Actuellement, il est gonflé à l'hélium de telle sorte que le volume restant à l'intérieur de l'enveloppe, qui sera occupé par l'hélium en expansion lors de l'ascension, nous permettra de faire monter le dirigeable jusqu'à 1 km d'altitude. Eh bien, une fois que nous aurons accompli toutes les missions de vol de Zubkevich, et peut-être que l'une de ces missions sera justement de monter à 1 km, nous verrons bien, alors pourquoi pas. Bien sûr, il est possible et même nécessaire de le faire monter. Parce que nous sommes curieux de voir jusqu'où il peut monter. Non, théoriquement, il montera à 1 km sans problème, mais il faut justement le faire monter à 1 km. Ce serait intéressant de voir la vue de là-haut, sous le dirigeable. Au fait, il n'y aura pas de problème, tu penses, pour réaliser tous ces essais en vol avec les nouveautés? Non, toutes les procédures nécessaires avec l'administration de l'aérodrome ont bien été convenues. Donc il n'y aura absolument pas de problème tant que nous suivrons attentivement les procédures. Protocole? Alors, avons-nous d'autres nouvelles? Des nouvelles, peut-être? Qui sait? Il y en a beaucoup. Allons-nous enregistrer la Nova 01 auprès de la Rosaviatia? Nos juristes ont appelé la Rosaviatia et on leur a dit que la notion de dirigeable sans pilote n'existe pas à la Rosaviatia, tout comme l'obligation de l'enregistrer. Comme on nomme le navire, ainsi il navigue, et si on l'appelle simplement un aéronef sans pilote, alors, bien sûr, il faut procéder à l'enregistrement. Tant qu'il est expérimental, il n'y a pas vraiment de raison de l'enregistrer, mais pour une utilisation commerciale future de ces autres modifications, bien entendu, elles seront enregistrées. Je pense qu'il faudra, oui. Parce que si on rend le Nova 2 ou le Nova 8 autonome, cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas l'enregistrer. Ça ne passera probablement pas chez nous. Écoute, ce serait formidable. Ce serait formidable, nous en profiterions. Si nous pouvions utiliser un Nova 8 en mode autonome sans l'enregistrer. Bon, alors je propose, si vous en êtes d'accord, de passer maintenant aux questions. Si jamais nous en avons, bien entendu. Le programme autonome sera-t-il intégré dans un avenir proche ou lointain dans le système de navigation aérienne déjà en place et actuellement utilisé? Très probablement, nous serons, dans un avenir proche, intégrés dans le système de navigation aérienne existant, et ce à l'aide des méthodes d'intégration bien connues et largement éprouvées. Nous installerons soigneusement l'équipement nécessaire à bord, puis nous transmettrons sur les fréquences requises toutes les commandes prévues. Mais alors, comment, concrètement, les contrôleurs aériens vont-ils interagir avec ces dirigeables autonomes? Pour l'instant, il est prévu que cela se fasse via un ordinateur portable ou une tablette, et il sera possible de donner des missions de vol, que l'on soit chez soi, dans un champ, au travail, peu importe. Il sera également possible de prendre le contrôle à distance à partir du même ordinateur portable ou bien de la même tablette si vous le souhaitez. Nous n'avons pas encore travaillé sur ce mode de gestion pour le moment. Il y aura sûrement une interface, probablement inspirée d'un jeu vidéo. Si c'est un ordinateur portable, ce seront des flèches, des lettres. Si c'est une tablette, il y aura sans doute aussi des flèches qui apparaîtront à l'écran. Oui, mais pour l'instant, il est prévu actuellement de prendre le contrôle à distance, précisément via le poste de commande du pilote. Ce mode sera, pour ainsi dire, mis en place plus rapidement. Alors, j'ai aussi une question. Est-ce que, à ce stade, la société Aeronova envisage d'établir des contacts ou des partenariats avec des entreprises du monde entier qui développent déjà des dirigeables et les ont devancés sur certains aspects? Oui, bien sûr, c'est prévu. Tout d'abord, le monde des spécialistes des dirigeables est assez restreint, fermé, et ils se connaissent déjà tous. Actuellement, même si nous avons un certain retard par rapport à certains, nous allons rapidement les rattraper et continuerons naturellement à collaborer avec eux. Il y a une autre question. Les opérateurs de drones de type avion, habitués à une autre interface, pourront-ils immédiatement piloter le Nova 01 ou faudra-t-il une requalification? Voyez-vous, lorsque les algorithmes fonctionneront pleinement, en réalité, les opérateurs à distance en tant que tels ne seront même plus nécessaires. Enfin, pour être plus précis, il y aura quand même un certain besoin d'opérateurs. Bien sûr, il ne sera pas difficile de les piloter. Ils auront simplement à passer par une courte période d'adaptation.
Parce que le poste de pilote que nous créons en ce moment ressemble davantage à celui d'un pilote d'hélicoptère. On y retrouve en gros les mêmes commandes, donc en quelque sorte, il est plus facile d'être pilote d'hélicoptère que pilote d'avion, si l'on peut dire. Mais d'après l'expérience, par exemple, Dima Orlov a piloté un dirigeable pour la première fois, et dès le premier jour, il a volé sans problème. La seule chose, c'est qu'intuitivement, il effectuait de façon naturelle et sans vraiment y penser les actions qu'il aurait quand même fallu connaître, suivre une formation. Le dirigeable, en quelque sorte, ne lutte pas contre le vent. Si nous étions sur un drone sans enveloppe, par exemple un multicoptère ou un hélicoptère, si le vent nous faisait pivoter un peu, nous utiliserions les hélices pour résister et nous opposer au vent. Sur un dirigeable, on ne peut pas effectuer une telle manœuvre. Il n'y a aucun sens à lutter contre le vent. Il faut utiliser le vent. Ici, le pilotage ressemble davantage à la navigation à voile. Mais malgré tout, tu essaies intuitivement de tourner le dirigeable dans l'autre sens parce que tu ne voulais pas qu'il pivote ainsi, mais le vent le fait pivoter. Tu commences à lutter contre le vent, mais ici ce n'est pas pareil. Il faudra vraiment assimiler cette théorie. En général, le pilotage est tellement simple qu'on peut vraiment s'y adapter très facilement en 5 petites minutes. Au fait, est-ce que Dmitri avait déjà une expérience de pilotage auparavant? Non, Dimitri a piloté des drones, des modèles de type quadricoptère. Il en a même fabriqué et a écrit des logiciels pour leur vol automatique. Et globalement, je ne vois plus vraiment l'intérêt de parler d'opérateur aujourd'hui, puisque tout sera bientôt contrôlé par des ordinateurs. Je suis d'accord avec lui. Mais pour certains cas, par exemple, il faut quand même un pilote si on transporte des personnes, donc les commandes de pilotage continuent d'être conçues pour cela. D'accord, toutes les expéditions maritimes sont assurées, mais l'assurance est-elle également requise pour le transport de marchandises en dirigeable? Si oui, avec quelle compagnie prévoyez-vous de collaborer? Eh bien, c'est sûrement nécessaire, vous savez, c'est comme, en quelque sorte... Ce sont des... Eh bien, comme pour toute compagnie de fret aérien, il y a certaines règles. Il existe un ensemble classique d'assureurs qui travaillent dans l'aviation. On choisira, comme toujours, les meilleurs. Si besoin, oui, nous choisirons parmi ceux qui existent. Alors, est-ce que Aeronova pourra adapter à un dirigeable sans pilote un autre système de contrôle avec une interface différente, si le client le demande? Eh bien, si le client fournit son propre système utilisable avec un cahier des charges précis, bien sûr que c'est possible. Nous avons déjà créé le dirigeable pièce par pièce. Qu'est-ce que nous ne pourrions pas encore faire? Aujourd'hui, par exemple, quand j'ai fait visiter le bureau à nos invités d'Afrique du Sud, je les ai emmenés dans le laboratoire où Denis était assis en train de souder lui-même des microcircuits. Il était en train, de fabriquer des circuits imprimés, en gros. Ils m'ont demandé « Qu'est-ce que c'est? Vous fabriquez des microcircuits ici ?» J'ai répondu « Oui, le système de contrôle a été développé à partir de zéro et il y a beaucoup de circuits faits maison nécessaires. Nous connaissons chaque vis, chaque boulon, nous savons comment tout fonctionne, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème à adapter quelque chose de l'extérieur. » Oui, lors du dernier webinaire, nous avons abordé le sujet de la détection des fuites d'hélium dans l'enveloppe et à ce propos, une question. Quelle méthode ou quelles méthodes avons-nous décidé d'utiliser et pourquoi? Sur Telegram, plusieurs solutions ont été proposées telles que la caméra thermique, l'effet Joule-Thomson, la méthode Schlieren ainsi que l'émission acoustique. Avons-nous déjà fait un choix? Eh bien, en ce qui concerne l'émission acoustique, on y réfléchit souvent, en général, comme à une méthode efficace en tant que technique. Pour ce qui est de la caméra thermique, personnellement, je dois avouer que je n'ai pas vraiment compris, jusqu'à présent, comment cela pourrait concrètement être mis en œuvre. Je n'ai pas encore demandé aux autres s'ils ont compris, parce qu'avec le dirigeable, c'est évident, il y a un jet réactif qui s'échappe, il y a une baisse de la température locale, il faudrait des matrices adaptées à un tel volume pour pouvoir tout visualiser. J'ai bien aimé l'idée du cadre. Lorsque le dirigeable entre ou sort du hangar, un certain cadre est créé et là, à ce moment-là, on peut installer aussi bien des détecteurs de fuite à ultrasons que des caméras thermiques ou même les deux, voire encore un troisième type de capteur. La solution paraît banale, simple. En réalité, il suffit que le dirigeable, en entrant dans le hangar, passe à travers un cadre de scan. Et non pas ensuite, une fois qu'il est entré dans le hangar, en relâchant sur lui un filet avec des capteurs ou en faisant voler des drones autour de lui pour le renifler. Non, c'est ce cadre, oui, avec un ensemble de méthodes.
Voilà, la question n'est donc pas de cette année ni même de la suivante, alors il est certain que nous trouverons cette solution simple, géniale et efficace. Pour l'instant, notre dirigeable n'est pas si grand, et pour le moment, nous nous débrouillons avec des moyens humains et des capteurs à la main. Oui, Artyom en fait a pris 2 appareils spécialisés qui sont capables de réagir à la présence d'hélium dans l'air et qui permettent d'enregistrer avec précision la concentration de ce gaz dans l'atmosphère environnante. Il les a réunis sur un même cadre, sorti 2 narines sur des tubes, et s'est promené autour du dirigeable en reniflant, vérifiant toutes les coutures. Il a fait ça en quelques heures. C'est-à-dire que pour un petit, les zones de renforcement à l'avant et à l'arrière, là où les longerons entrent dans les poches, là où les brides tournent, elles ne fuient pas. Nous n'avons trouvé qu'une seule fuite. C'est à travers l'appareil d'arrêt des vols. Il y a là une membrane à l'intérieur de laquelle un fil de tungstène est soigneusement soudé. En gros, ce fil sort de la membrane, puis entre dans le boîtier où l'électronique déclenche la combustion de la membrane par un signal radio. Et là où le fil de tungstène entre dans le boîtier, c'est-à-dire qu'il y avait une petite fuite à cet endroit, mais ce n'était rien de grave. Si on convertit en litres, cela représentait seulement une fraction de % du total des fuites sur toute l'enveloppe. D'accord. Nous avons mesuré les fuites totales de toutes les enveloppes et il s'est avéré que, en gros, chaque matériau a, lors des essais, un certain nombre de litres qui fuitent par mètre carré. Voilà. Et là, au total, je ne me souviens plus exactement, il y avait environ 150 mètres carrés, à peu près. Avec environ 2 litres par mètre carré, il aurait donc dû s'échapper environ 315 litres de tout le dirigeable par jour, soit à peu près 0,3 mètres cubes, c'est-à-dire à peine l'équivalent d'une simple bouteille en verre, en d'autres termes, donc en réalité c'est presque totalement imperceptible. Bon, il perd 300 grammes par jour, c'est en quelque sorte une fuite prévisible, mais regarde, ce sont les caractéristiques du matériau lui-même, sans prendre en compte les soudures, ni tous les autres éléments insérés comme les valves de remplissage, etc., etc., et donc on obtient une fuite d'environ un demi-mètre cube, c'est-à-dire environ 0,5 à 0,6 par jour, si je ne me trompe pas, en tenant compte de ce dispositif de sécurité de rupture, de toutes les soudures présentes, etc. Autrement dit, dans l'ensemble, il n'y a pas de fuite détectée sur le dirigeable. Toutes les pertes d'hélium constatées jusqu'à présent correspondent bien aux calculs préliminaires. Je rappelle simplement que nous avons fabriqué ce dirigeable avec le matériau dont nous disposions dans le pays, et il est loin d'être idéal. Un petit dirigeable sera également fabriqué avec le matériau qui arrive actuellement, et avec celui-ci, il n'y aura pratiquement plus de fuite, ou presque pas du tout, ce qui est vraiment remarquable. Donc, dans l'ensemble, la méthode de détection des fuites que nous avons actuellement suffit pour comprendre la situation en quelques heures. En général, on peut aussi s'en rendre compte grâce à la force de traction, car même lorsque le dirigeable est en veille, il essaie de s'envoler et tu peux voir sur le dynamomètre avec quelle force il tente de le faire. Et si cette force diminue de jour en jour, cela signifie que tu as ce type de fuite. Peut-être tout cela n'est qu'un gaspillage d'argent et qu'il aurait fallu construire directement la Nova 2. Eh bien, tout d'abord, nous sommes déjà en train de construire directement la Nova 2. Ensuite, pour construire la Nova 2, il faut d'abord créer la production des coques, ce que nous ferons cet été, ensuite mettre au point le système de contrôle, et enfin, j'ai déjà répondu à cette question. Oui, parce que le prix d'une erreur sur la Nova 2 serait bien plus catastrophique que celui que nous pourrions avoir maintenant avec le dirigeable Nova 01. C'est justement pour cette raison que ce dirigeable a été conçu, afin de prévenir ces situations imprévues sur un modèle de plus grande taille. Alors, question suivante. Allez-vous fabriquer des copies réduites de la Nova 8 ou de la Nova 35 ? Je ne pense pas. Ce n'est pas nécessaire car globalement, tout ce qu'il fallait. Je dirais même qu'il est tout simplement impossible, en pratique, par exemple, de fabriquer une copie exacte de la Nova 8 ou de la Nova 35, car l'énergie à bord y est déjà soigneusement répartie, il y a déjà un générateur, et il y a déjà des dizaines d'hélices de propulsion réparties sur la coque du dirigeable.
Autrement dit, il devient tout simplement impossible de reproduire, pour ainsi dire, leur puissance énergétique, leur poussée, leur résistance aérodynamique proportionnelle, et ainsi de suite. Mais au moins, nous avons réussi à réaliser celui-ci, ainsi que le système de contrôle, et il sera beaucoup plus facile de s'adapter par la suite. Donc non, nous ne prévoyons pas de construire de petits dirigeables comme modèle d'entraînement, mais en revanche, nous avons bien l'intention de créer, ou plutôt de concevoir, de petits dirigeables publicitaires et d'observation. Coq en fabrique. D'ailleurs, une question à ce sujet, auront-ils la même forme ou une forme différente? C'est la forme optimale de l'enveloppe elle-même, et il y a de très fortes chances que ce soit également la forme optimale, ou du moins la plus adaptée, pour l'empennage. Mais l'emplacement des moteurs, leur puissance, leur nombre, la forme de ce cadre, enfin, de la nacelle, disons, tout cela va changer. Tout sera complètement différent. Alors, sera-t-il possible de fabriquer le Nova 01 avec de nouveaux matériaux pour l'enveloppe d'une autre couleur? Par exemple, je veux un dirigeable rouge. Y aura-t-il des essais avec d'autres couleurs et en général, des dirigeables d'autres couleurs? Oui, tout est possible. On peut le métalliser, on peut même le faire noir si on veut. La seule chose, c'est que cela influencera beaucoup son échauffement, un dirigeable noir, par exemple, puis son refroidissement très rapide. Il y a des particularités à chaque option. Mais bien sûr, bien entendu, évidemment, à la demande du client, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. La seule chose, c'est qu'il y aura des avertissements, par exemple, le fait qu'il soit blanc n'est pas une question de tradition, mais parce que l'oxyde de titane ou d'aluminium de cette couleur reflète bien les rayons ultraviolets et protège l'enveloppe contre une dégradation prématurée. On peut tout aussi bien la métalliser, par exemple, pour réfléchir ces mêmes rayons solaires, mais dans ce cas, des problèmes apparaissent lors du soudage de l'enveloppe. Tu ne peux pas souder l'enveloppe ainsi, place-la à côté et derrière oppose un ruban car la couche métallisée ne se soude pas. Cela augmente-t-il son poids? Non, ça n'augmente pas le poids et ça n'a aucun impact sur la solidité. Ça rend juste la fabrication de l'enveloppe plus laborieuse et c'est tout. Donc, c'est faisable. Encore une question. Est-ce qu'on le fera? Dieu seul le sait. Ici, en Russie, on prévoit de lancer la production d'enveloppes avec un revêtement en or. Cette intention n'a pas disparu. Depuis ces tout premiers accords, j'aimerais bien voir des dirigeables dorés au-dessus de Moscou. Ça sonne, bien sûr, oui. Prometteur. Donc, le long de la rivière et au-dessus du lac, on n'a pas encore volé. C'était une autre question ici, donc pour l'instant, non. Avez-vous déjà testé l'amarrage par vent fort? Comment cela va-t-il se passer en principe? Faut-il attendre de fort vent ou existe-t-il une sorte de simulation disponible? L'amarrage en mode automatique à un mât particulièrement élevé, surtout lorsqu'il s'effectue lors de fortes rafales de vent, représente une opération délicate. Je pense que cette année, nous résoudrons ce problème sans intervention de l'équipe. Globalement, il n'y a rien de compliqué et l'automatisation aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les robots courent partout. À travers la forêt, sur les tiers, sur les troncs d'arbres. Oui, je pense qu'un système automatique remplacera facilement l'équipage qui, auparavant, réussissait à amarrer d'énormes dirigeables sur le toit de hauts immeubles, même par vent fort, etc. On va s'en sortir, c'est absolument certain, il n'y a aucun doute là-dessus. On demande aussi si un appareil aussi sensible au vent, à la pluie, à la neige et au gel est vraiment rationnel en Russie. À partir d'une certaine taille, toute cette sensibilité devient. Elle cesse. Oui, par exemple, en ce moment, quand on fait sortir un petit appareil dans un champ, c'est comme si on partait en mer sur un petit canoë monoplace. Chaque vague devient alors un vrai danger pour nous, surtout près du rivage. Près du rivage, c'est pareil que près du sol où l'air est instable, c'est mortel, ça peut retourner ton kayak et c'est fini. Et quand vous êtes sur un paquebot de croisière ou un cargo, en général, même une tempête ne vous gêne pratiquement pas. Bien sûr, il y a des conditions extrêmes qui posent problème donc tout le monde les évite, même avec de tels appareils.
À partir d'une certaine taille, les conditions météo ont de moins en moins d'impact. Neige, pluie, gel, peu importe, il suffit de concevoir l'appareil en sachant ce qu'il attend et c'est tout. D'accord. Est-il prévu de tester le système d'éjection d'urgence? Ici, ce n'est sans doute pas de l'air mais du gel, dans des conditions de fortes interférences, de brouillage, par exemple au moins dans un ballon stratosphérique, de le lancer et de vérifier la connexion? C'est à propos du dispositif apparemment d'interruption de vol. Oui, ce serait un test assez coûteux, oui, avec de l'hélium. Nous l'avons testé ici en ville, en fait, à Moscou. Tout le monde le sait très bien, ici tout fait du bruit, tout est brouillé, etc. Notre appareil était posé dans le laboratoire, une personne s'éloignait de quelques pâtés de maison, appuyait sur le bouton, et malgré tous ces murs, fenêtres, les interférences Wi-Fi, tout a parfaitement bien fonctionné. Faut-il juste le faire exploser pour le fun, pour que le dirigeable descende et perde son gaz? Eh bien, on peut, bien sûr, si jamais il faut le dépressuriser. On le fera. Alors, si le dirigeable est sans pilote, pourquoi ne pas le remplir d'hydrogène? Bonne question, pourquoi pas? Je suis d'accord, mais sans doute pas tout de suite. D'abord, il vaut mieux utiliser de l'hélium, qui est plus sûr. À l'avenir, peut-être, pourquoi pas, quand on saura mieux comment le manipuler, de façon sûre pour toute l'équipe, parce qu'avant de l'envoyer en vol, il faut l'assembler, le gonfler, le déplacer. Rester dans le hangar à côté de cet hydrogène. Oui, et on n'a pas trop envie de croiser les doigts non plus. Bon, cette question a déjà été posée. Quand la durée de vie du dirigeable sera terminée, on pourra réutiliser l'hélium. Ce sont quand même d'énormes volumes. Oui, mais l'hélium se salit, il se pollue, il s'encrasse, etc. à cause de la diffusion des gaz. Et il salit quoi? Il existe une notion appelée pression partielle. C'est lorsque tu as une sorte de frontière. D'un côté, il y a beaucoup de molécules de certaines substances, et de l'autre, il y en a peu, et elles cherchent quand même à passer de l'autre côté. Et donc, les molécules d'air pénètrent quand même dans l'enveloppe. Les mêmes types de molécules peuvent aussi facilement s'échapper du matériau de l'enveloppe elle-même ou du matériau des valves. Autrement dit, il y a toujours un certain mélange qui se produit quelque part avec le temps. Et l'hélium se salit, se contamine assez rapidement, il faut même le purifier. Chez les Allemands, il y a des installations séparées qui bourdonnent à côté dans les hangars, ils font circuler ce gaz à travers ces machines. Nous, bien sûr, nous développons un système de purification embarqué. Oui, nous n'avons pas l'intention de perdre l'hélium, il vaut mieux le purifier et l'utiliser plusieurs fois. Incroyable. Bon, cette question était aussi à prévoir. A-t-on déjà trouvé un hangar pour la production de la Nova 2? Est-ce qu'on a quelque chose en vue? Non. Le hangar actuel ne conviendrait pas pour la Nova 2? Non. La Nova 2 fait environ 44 mètres, si je ne me trompe pas. Et issu celui-ci, difficile de faire entrer le modèle de 17 mètres. Un hangar avait été sélectionné en ellipsoïde pneumatique à acheter et à installer, par exemple, sur le terrain de l'aérodrome de Novinky. Par exemple, on peut l'installer là-bas dès maintenant. Temporaire. Oui, tout est temporaire, puis on peut le transporter ailleurs, ou bien l'installer sur cet aérodrome qu'on prévoyait d'acheter, mais ça n'a pas marché parce qu'il a été vendu selon des accords antérieurs. À Novinky, c'est possible car, d'après ce que je sais, le terrain est disponible à la location ou à la vente. Oui, et en plus, nos connaissances possèdent déjà ce terrain, donc une construction temporaire, pourquoi pas, il suffit de voir comment l'installer. Et concernant les grands hangars déjà existants, par exemple, on avait prévu pour le Nova 2 qu'il puisse entrer dans un hangar standard où rentrent des Boeing 700 et autres. Non, pour l'instant, aucun accord de ce genre n'a été conclu avec qui que ce soit, d'abord parce que ce n'est pas pour tout de suite, donc il n'y a pas de raison d'inquiéter les gens à l'avance. Et puis, on compte quand même probablement installer une structure pneumatique. Parce qu'il faudrait occuper le hangar, et pour longtemps. Ce sont quand même des frais généraux qui partiraient en pure perte.
et acquérir le sien, même temporairement, paraît tout de même plus rationnel. Oui, c'est plus agréable aussi. Alors, quel dirigeable pourrez-vous poser sur l'eau et une telle fonction est-elle prévue en général? En fait, n'importe quel dirigeable peut être posé sur l'eau. À condition de le préparer. Oui, on demande s'il pourra redécoller ensuite. Il pourra. Oui, le Nova 2 pourra se poser sur l'eau, mais cela n'aura tout simplement aucun intérêt. Par contre, le Nova 8 pourra déjà être conçu sans problème pour un amérissage. Et bien sûr, tous les dirigeables suivants devront naturellement pouvoir se poser sur l'eau. Bon, il me semble que les questions sont terminées. J'espère avoir lu toutes celles que vous avez écrites. Si ce n'est pas le cas, je vous prie de m'excuser. Voilà, il me semble qu'on a abordé tout ce que nous avions. Donc, je pense qu'on va commencer à conclure s'il n'y a plus de questions. Je vais vérifier encore une fois pour m'assurer que tout est en ordre. Oui, c'est bon, il n'y a plus de questions à traiter pour aujourd'hui, donc nous vous remercions sincèrement d'avoir pris le temps de participer à notre webinaire. Nous espérons que cette session vous a été utile et que vous avez trouvé les informations présentées intéressantes et pertinentes. Merci encore pour votre attention et votre présence, et nous vous souhaitons une excellente journée. J'espère que cela vous a intéressé et appris des choses. Rejoignez-nous pour les prochaines éditions et surtout, continuez à nous suivre. Oui, nous allons essayer de réduire ce délai entre les actions réelles et la publication des nouvelles sur Telegram, au moins, même si ce n'est pas sur les autres réseaux sociaux. La semaine prochaine, nous partons pour l'aérodrome. Il y aura très probablement plein de choses intéressantes, alors restez connectés. Oui, à très bientôt. Au revoir à tous. Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble.